Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore. Bienvenue dans notre podcast Au cœur des corps sur la sexualité et le bien-être, où nous mettons en lumière les soins offerts au centre de santé sexuelle, le Griffon. Ce lieu se consacre au soutien des travailleurs et travailleuses du sexe et de la communauté LGBTQIA+. Et nos discussions s'adressent à toutes et tous. Dans la deuxième partie de ce podcast sur le métier de sexologue, nous allons traiter un angle plus précis et plus personnalisé. En effet, Carl et Isabelle, nos sexologues, ont tous deux un parcours, une spécialité et des expériences de vie différentes. Tout ça permet de donner une couleur spécifique à leur pratique de la sexologie, qui met en avant des idées, des questions, des solutions et des retours uniques. Et c'est cela que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonne écoute! Est-ce que je peux vous poser une question peut-être un petit peu indiscrète, mais vous savez pourquoi vous avez choisi de vous réorienter en sexologie, pardon? Oui, je pense déjà il y a toujours des questions, enfin, comme tout le monde, on devait avoir des questions. Enfin, moi j'avais des questions personnelles sur la sexualité, mais je pense que c'est surtout c'est l'opportunité en fait, et opportunité et hasard. L'opportunité, c'est en fait le Cégide est une obligation à être sexologue, c'est-à-dire au Cégide, quand je suis arrivé il y a 14 ans, on faisait du dépistage, on parlait des risques, et jamais du plaisir. Et j'ai commencé à me lancer sur le sujet, et j'ai vu que le bon sens et ma formation d'infirmier ne suffiraient pas. Et donc j'ai voulu me former, et j'avais l'idée d'un plafond de verre. Pour moi, sexologue était un métier médical. Et donc je me suis formé aussi loin que je pensais pouvoir aller. Et un jour, le hasard d'une conférence à Lyon m'a permis de voir qu'on pouvait être sexologue et infirmière. Et donc, dès le lendemain, j'ai fait ma demande pour être sexologue, faire la formation, en fait, à la fac et auprès de mon employeur. Et c'était une époque où dans le Cégide où j'étais en Isère, il n'y avait pas de sexologue. Et donc, ça a permis à mes collègues, ça, j'en suis vraiment content et très fier, finalement, d'avoir créé ce poste et d'avoir permis à mes collègues de pouvoir parler de la sexualité, du plaisir et du déplaisir. Et de pouvoir offrir un service extraordinaire quand même. Des consultations d'1 heure gratuites. Et toi, Isabelle? Moi, en fait, le sujet de la sexualité m'avait déjà intéressée en tant qu'étudiante psychomotricienne, parce que j'avais fait mon mémoire sur la sexualité féminine. J'accompagnais des femmes en situation d'obésité, et je trouvais ça intéressant j'avais tout de suite vu dans ma pratique clinique comment l'identité sexuée et sexuelle était très en souffrance chez ces femmes. Et du coup, quand j'ai eu envie de me spécialiser pour un public adulte, je suis revenue à ces questionnements-là. J'avais travaillé aussi, mon premier poste, c'était dans un hôpital de jour pour personnes séropositives au Cameroun. Donc, j'ai retrouvé cet intérêt de jeune psychomote où pour moi, la sexualité, elle est vraiment au cœur de notre articulation corps-esprit, de prendre la personne dans sa globalité, dans ses valeurs, et pas seulement par son genou s'il a mal au genou, ou sa tête s'il se pose des questions. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé au Cégide, on parlait de la sexualité seulement sous l'angle du VIH et des maladies. Et en fait, quand j'ai commencé à me former, c'était MeToo. Donc, ça a beaucoup orienté ma façon d'être sexologue, MeToo, et puis maintenant l'émergence du terme santé sexuelle, qui n'existait pas en fait avant. Quel sexologue êtes-vous? Soit quelqu'un d'autre. Le sexologue que je suis l'est parce que je me suis enrichi de tous les autres sexologues de la formation qui viennent de plein de formations. Donc, en fait, mes collègues en fait m'apportent beaucoup. Parce qu'on est tous, il y en a qui vont être médecins, psychomotriciennes, psychologues, sages-femmes. Et du coup, on apprend de ces autres métiers, donc on enrichit notre pratique. Et après, on va chercher, moi je suis allé chercher moi j'aime beaucoup la philosophie, en fait, mais une philosophie pas théorique, une philosophie de la vie ancrée dans le corps, beaucoup. Du coup, je travaille beaucoup avec ça, moi. Parce que j'ai trouvé que c'était utile, parce que c'était vraiment, comme on le disait au début, une question existentielle. C'est une question de qui on est, au cœur de nous. Et donc, je trouve que la philosophie répond quand même pas mal à ça. Est-ce que vous êtes allé aussi chercher un peu dans votre propre expérience sexuelle? Oui, je peux. Oui, moi je peux utiliser un vécu. Je peux utiliser alors, en consultation, moi je peux parler de ma vie personnelle, pas de ma vie sexuelle, mais je peux parler d'exemples personnels ou de choses vécues. Quand on parlait du corps et d'un vécu corporel ou d'une émotion,
je vais, moi, parler pour illustrer ou pour faire comprendre aux gens ou pour faire vivre quelque chose aux gens dans leurs émotions, dans leur corps. Je peux utiliser effectivement des choses personnelles. Moi, assez peu, parce que ce soit sur la question de la sexualité ou en général dans la thérapie, sur le sujet qu'on aborde, j'essaie d'aller chercher vraiment l'expérience de chacun, parce que même de dire, voilà, boire un verre d'eau quand on a soif, ça fait du bien, c'est déjà une expérience qui m'est propre et que peut-être l'autre n'a jamais vécu et est complètement inaccessible. Donc je préfère aller questionner ce qui se passe pour l'autre, parce que je ne suis pas sûre que mon expérience ne soit pas complètement plaquée par rapport à l'autre. Ok. Ouais, alors moi, du coup, pour revenir dessus, moi, mon expérience, mais je me plaque pas, j'en fais pas une vérité, j'en fais une vérité pour moi, pour que les gens s'en saisissent et que eux aillent chercher en eux leur vérité personnelle qui n'est pas la mienne. Mais c'est vrai que moi, je fais de la santé, comme je suis au Cégide depuis longtemps et à Vienne où j'habite, ou au Griffon, j'ai appris à faire en fait de la santé sexuelle, je dirais communautaire. Donc je dis nous, je dis je fais partie de cette communauté-là en fait, de la communauté des gens qui ont une sexualité en fait. Voilà. Mais toujours situé, c'est vrai que je me situe toujours dans un âge, dans une couleur de peau, une orientation sexuelle. Surtout que quand je suis à Vienne, les gens ils m'ont vu à Vienne déambuler dans ma vie privée aussi, et ils me voient, ils me croisent. Quand tu déambules. Quand je déambule, quand je me promène, je vais faire des courses, les gens me voient. Tu déambules à Vienne, c'est bon à Me savoir. voient avec femme et enfants en Vienne ou à vélo en train de courir, voilà. Et du coup, toi, Isabelle, en termes de ton vécu et de quel sexologue tu es? Alors, je suis une sexologue qui fait beaucoup de métaphores. Et du coup, l'image qui me vient, c'est peut-être une mosaïque. Alors justement, au Griffon, dans la salle où on consulte, il y a une table basse mosaïque. Et j'aime bien l'idée de la mosaïque où en fait, il y a plein de couleurs différentes, il y a plein de matières, il y a plein de textures différentes qui vont être plus ou moins visibles, plus ou moins utilisées ce jour-là. Et il y a un lien global. Et le lien, ce serait ma formation, les partages avec les collègues, des valeurs, des positionnements qu'on a en tant que professionnel. Mais effectivement, chaque couleur, c'est les couleurs d'Isabelle. Et selon les moments, selon les personnes que je rencontre, selon les situations, on va faire sortir plus ou moins des facettes différentes. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se construit... j'aime à penser que dans 10 ans, je ne serai plus la même sexologue, j'aurai de nouvelles couleurs en plus. Quoi. Ouais. Parce que, notamment, moi, ça me rassure beaucoup sur mon propre vieillissement, sur le fait que, je pense, pour être un bon sexologue, il faut être très installé dans la société, se tenir au fait de ce qui se passe dans la société autour des questions de genre et de sexualité, et que ce qui se passait il y a 10 ans, ce sera plus vrai, etc. Ça revient sur ce que disait Karl de j'ai commencé avec MeToo. C'est ça. Oui, et on s'aide beaucoup à être en veille et à se passer de l'information, parce que effectivement, ça demande d'être en veille permanente d'information, de ce qui se transforme. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de se passer scientifiquement aussi, avec des progrès de recherche, de médication. Et en même temps, il y a un retour aussi à backlash, il y a un retour de bâton, en fait, où ça se crispe aussi. Donc, il y a aussi ça que je vis à la campagne, sur les valeurs traditionnelles. Donc, des fois, c'est assez touchy. Mais en consultation, quand les gens viennent me voir, ils ne le savent pas, mais moi, on est 3 dans ma consultation. Donc, il y a moi qui essaie d'inventer des choses, qu'est-ce qui va être utile pour les gens, toujours d'essayer d'inventer. Et il y a toujours mon superviseur, un psychologue, sexologue, donc, je me dis, qui est toujours dans un coin de ma tête. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de cette situation? Et il y a toujours une psychomotricienne à ma gauche. Il me dit, si Isabelle était là, qu'est-ce qu'elle inventerait comme exercice corporel? Moi, je suis infirmier, je ne suis pas psychomotricien. Et donc, on discute beaucoup et je m'inspire de nos discussions pour inventer des choses. Je comprends mieux pourquoi je suis épuisée, en fait, le soir. C'est que je fais une double journée, quoi. Et donc, vous intervenez dans différents lieux. Est-ce que vous avez pu constater que, au sein du Griffon, enfin dans la communauté LGBT en général, il y a des problèmes spécifiques qui reviennent plus que d'autres?
Ici, moi, je constate, du coup, on est sur les pentes de la Croix-Rousse, il y a une sorte d'univers un peu fermé sur lui-même avec des injonctions que je retrouve moins dans la campagne. Comme Comme le poids de la sexualité, de l'importance des rapports sexuels, du nombre de partenaires, de la nouveauté, de l'engagement qui est difficile, oui, ok. les réseaux sociaux, qui du coup aujourd'hui, enfin, pour beaucoup de gens, c'est devenu une peste. Mais du coup, ici, enfin, il y a quelque chose d'un poids plus fort qu'ailleurs. Mais parce que géographiquement, en fait, il y a une plus grande densité en fait à la campagne, il y a moins de sollicitations aussi. C'est une petite hypothèse hein, dans mon. Oui, là, ce serait des spécificités qui sont liées aux cultures de chaque groupe d'appartenance. Effectivement, comme Karl et moi, on a une façon de travailler un peu sur la sexualité au cœur de l'existence. Ça parle forcément de la culture de chacun. Donc, à la campagne, au Griffon, moi, j'interviens à Tassin et j'ai un public très varié qui vient soit de Lyon, soit de l'extérieur, à la fois de zones rurales ou de zones très privilégiées avec une variété de classes sociales phénoménales. Donc il y a des spécificités à l'intérieur de ça, dans le rapport au corps, à l'autre, à la relation, au mode de rencontre. Ici, on a souvent, on est plusieurs à se dire qu'on a beaucoup la question de... Mais au-delà de Grindr, comment on se rencontre et on aimerait bien trouver d'autres façons de se rencontrer. Donc ça, c'est des sujets passionnants. Mais sinon, en termes de problématiques sexologiques ou sexuelles, pour moi, il n'y a pas de spécificité dans la communauté LGBT ou dans les groupes, les partenaires. Il y a peut-être plus de questionnements autour de la non-exclusivité statistiquement que dans d'autres groupes. Mais il n'y a pas de pathologie ou de trouble particulier. Par contre, il y a une spécificité dans les pratiques qu'on aborde au Griffon, mais pas qu'en consultation sexo, c'est la question du chemsex. Oui. Oui, vous devez en avoir plus ici qu'ailleurs, j'imagine. Ouais. Le chemsex, moi je l'aborde dans toutes les consultations, donc je pose la question, dans le dépistage, dans toutes les consultations sexo. Ça vous fait peur, le chemsex ? Non, parce qu'on parle sociétalement parlant de l'équivalent de l'arrivée du sida. Oui. Je ne sais pas. Je sais pas, en fait. Je ne pourrais pas te dire. Peur, non. Après, le chemsex, donc moi, en Cégide, on en parle beaucoup. Les réseaux se montent de prise en charge. Ça manque un peu. Des groupes de parole manquent un peu. Il y en a au Griffon, mais ça, c'est pas encore bien réparti sur le territoire. Le chemsex, en tout cas, est une mauvaise réponse à une bonne question pour beaucoup de gens. Ça fait l'économie de beaucoup de choses, le chemsex. Mais à très court terme. À moyen terme, à long terme, c'est vraiment la plus mauvaise réponse qui est. Je n'arrive pas à répondre à cette question en termes de ça fait peur ou ça fait pas peur. Ouais. Par contre, effectivement, ce qui est préoccupant, c'est l'ampleur que ça prend, avec effectivement une première réponse maladroite à des vraies questions, des problématiques sexuelles qui auraient pu être traitées autrement et qui sont temporairement effacées, oubliées derrière le chemsex. Donc là, effectivement, quand on plonge dedans, on se retrouve à devoir se débarrasser du problème addicto et on se retrouve avec les problèmes initiaux. Donc là, c'est vraiment compliqué. Et puis pour d'autres personnes pour qui la sexualité allait plutôt bien et on est parti vers une exploration plutôt réjouissante, plutôt alternative de se dire « Allez, j'ai envie de vivre des sensations encore plus fortes ». Et moi qui travaille sur les sensations, je comprends vraiment ce besoin d'aller expérimenter d'autres choses plus fortes, plus intenses. Et là... c'est vraiment inquiétant parce que ça fait basculer dans des choses compliquées et que du coup en tant que sexo c'est là où moi je vais travailler sur comment on retrouve une sexualité plus lambda, comment on peut retrouver du plaisir et des sensations sans produit. En tant que sexologue sur le chemsex, on travaille souvent avec addictologues et psychologues et la partie sexo ça va plutôt être pour essayer de reconstruire une sexualité. Alors moi c'est un projet ambitieux, mais c'est d'avoir une sexualité plus épanouissante qu'elle n'était avant. Pas lambda, c'est vraiment une sexualité, une vraie et bonne sexualité, que ce soit beau et bon. Voilà, c'est ça le projet. Okay. Et juste, tu disais,
c'est une mauvaise réponse à une question. Ouais, J'ai bonne question. une bonne question. C'est quoi la bonne question? Enfin, je lis entre les lignes là. Mais Ça peut être c'est- ça. Les questions de gens qui ont vécu pour qui la sexualité va être honteuse Et bridé. et bridée. La question de ceux qui ont une homophobie intériorisée. La question de ceux qui ont une difficulté à rencontrer du monde. La question de ceux qui peuvent avoir des problèmes érectiles, des problèmes d'éjaculation prématurée, des problèmes d'inhibition, et du coup les produits permettent d'alléger tout ça. Un problème de mal-être de façon générale. Ouais, de façon. Et pour certains aussi des problèmes de solitude. Oui. Parce que vous, du coup, ce que vous observez, c'est qu'il y a vraiment un espèce de shift complet où, du coup, en fait, c'est difficile de revenir en arrière, quoi. Alors, moi j'ai un regard Enfin, biaisé au Cégide, on c'est- voit des gens qui vont. Je sais pas si c'est possible d'avoir du chemsex. Je vois peu de gens qui ont du chemsex et qui sont heureux. Et qui arrivent à avoir une sexualité, des sexualités diversifiées. Je vois des chemsexeurs qui n'ont qu'une sexualité sous chemsex. On a forcément un biais de rencontre sur tous les sujets. C'est que les gens viennent quand ils sont en difficulté, Oui. en questionnement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas bien placé pour répondre à cette question, en fait. J'avoue. Ok. Mais ce serait intéressant de pouvoir statistiquement savoir combien de personnes sont en difficulté. Nous, c'est 100%. Mais combien de personnes arrivent à pratiquer le chemsex sans plonger dans des problèmes addictos? Ce serait intéressant de le savoir. Moi j'en vois quelques-uns de chemsexeurs qui occasionnellement ont du chemsex, mais je propose qu'on continue à se voir, ou alors qu'ils aient quelqu'un dans leur entourage pour pouvoir en parler et pas se laisser envahir, en fait. Pour mettre une limite quand même quelque part, à cette sexualité sans limite. En tout cas, ça, on parlait des évolutions de la sexologie. La question de traiter l'addictif, la part addictive de la vie est quand même très marquée aujourd'hui. On se questionne autour de la masturbation, la pornographie, l'hypersexualité. Et c'est vraiment toute cette question de à quel moment je perds le contrôle. Et quand on travaille avec des couples, on va jusqu'à la question des jeux vidéo, des réseaux, du téléphone, parce que ça peut prendre une grande part dans la relation. Moi, François, je me demandais si quand une personne souhaitait consulter un ou une sexo au Griffon, si elle avait la possibilité de choisir le genre. Oui, alors en fait, quand un usager nous demande un rendez-vous avec un spécialiste, notamment je pense à psycho et sexo, on regarde déjà la disponibilité la plus proche. Et toujours on demande, c'est un homme, c'est une femme, est-ce que ça te va ou est-ce que... Voilà. Et la plupart du temps, non, les gens n'ont pas peur de nous donner leur avis. Et c'est vrai que ça peut... principalement, ouais, les hommes ont tendance à accepter de voir des hommes, que ce soit en addicto ou en psycho, et inversement pour les femmes. Alors quand je dis homme, j'entends par la personne à pénis, pardon, ou personne à vagin. Moi, je voudrais juste peut-être conclure sur ce que je disais. La sexualité, c'est un jeu, Oui. pas un enjeu. Le désir sexuel, c'est le désir de quelqu'un qui est libre pour quelqu'un d'autre, libre de me désirer en retour. Tout ce qui sort de ça, c'est perte de liberté. C'est la liberté même, c'est la vie même, la sexualité. Dès qu'on perd la liberté, qu'on sent que c'est un besoin impérieux, qu'on ne peut pas s'empêcher, qu'on ne peut pas différer, voilà, il faut se poser la question. Est-ce que c'est un désir ou est-ce que ça devient un besoin? Une contrainte. Une contrainte. C'est le encore autre contraire, chose, c'est le ouais. contraire de ça. Le désir sexuel, c'est la liberté, c'est la possibilité de s'abstenir, de différer. Pas dans le chemsex, par exemple. Je vous remercie Merci. de m'avoir consacré un peu de temps, de nous avoir consacré un peu de temps. Et ben, merci de ta confiance. De nous avoir. Avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Au cœur des corps. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'adore ce nom, Au cœur des corps. Ouais, c'est chouette. Ouais. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver à Lyon 1er, 23 rue des Capucins, du lundi au vendredi de midi à 21h et les mardis de 14h à 21h.
N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook, et à bientôt pour un prochain épisode de Au cœur des corps. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore.